Fanny a posé une question là, si, pour pouvoir avoir l'accréditation, comme c'est certainement contrôlé par les organisateurs. Je sais qu'on a un processus là, d'appel à candidature à l'Université Laval qui est géré par l'Institut EDS, notre collègue Jason qui reçoit ça. Mais euh, Fanny, est-ce que tu saurais dans ton université à qui tu pourrais demander une accréditation? Ben justement, c'est pour ça que je pose la question parce que dans mon université, il n'y a aucune communication autour de ça. Enfin, même lors de la COP, enfin, personne n'en parlait, etc. Donc, c'est pour ça que cette question m'intéresse, si, même au-delà de l'université, si, si on a un engagement dans une, oui, une association, comme tu parlais, Catherine, etc., est-ce qu'il y a des biais? Ou même, est-ce que si juste on est curieux de participer en tant que tel, est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ou il y a une sélection précise? Une sélection précise des organisations, surtout de la société civile. En fait, c'est les membres observateurs sont des membres de la société civile. Euh, mais c'est un processus quand même complexe, mais il faut qu'une organisation applique. En tant qu'individu, on ne peut pas appliquer. Ces ONG-là ou organisations comme les universités ont fait la procédure d'accréditation, ont reçu des accréditations et là font des appels à participation à la COP. Pour peut-être des petits conseils, il faut se rappeler que la COP, c'est un processus, donc c'est pas seulement en novembre ou en décembre, là, cette année c'est exceptionnel, mais en décembre, c'est à l'année, donc c'est possible de suivre qu'est-ce qui est en négociation. Il y a différents réseaux. Bon, le réseau Unicé, c'en est un. Il y a les dialogues pour le climat aussi. Il y a Réseau Action Climat aussi, qui est un réseau international. On peut s'impliquer aussi dans des regroupements ou des constituencies. Yasmine parlait de Yongo. Moi, j'ai parlé de Women and Gender Constituency. Il y en a plusieurs autres qui ont lieu à travers l'année. Là, ils font des présentations. Donc, ça l'aide vraiment à se préparer, surtout en termes de négociation pour la prochaine année. Peut-être créer du réseau aussi avant, donc s'informer sur qui va être là, c'est vraiment important. Aller aux rencontres des regroupements desquels on fait partie, se faire un horaire aussi de qu'est-ce qu'on veut suivre, mais il faut faire attention parce qu'il y a l'horaire officiel de la COP, mais il y a plein d'autres activités, événements qui ont lieu en parallèle. Donc, de là, pourquoi se promener un peu la première journée puis débroussailler le tout. Voilà, ça serait mes conseils. J'allais dire la même chose, c'est normalement c'est à travers des associations. J'allais juste ajouter que c'est un peu plus compliqué, c'est depuis l'année dernière parce que le processus est fait sur la plateforme de l'UNFCCC et c'est une plateforme onusienne et que actuellement un peu toutes les agences des Nations Unies ont des problèmes financiers et du coup il n'y a pas assez de personnel pour traiter les demandes justement pour les associations et donc ils procèdent par report. À titre d'exemple, dans l'association où je suis membre du bureau, on avait malheureusement pas eu le réflexe de faire justement cette demande déjà en 2016. Donc on a fait la demande enfin, l'année dernière, il me semble. Donc notre dossier était censé être examiné cette année, en octobre, puis ils ont reporté pour décembre, et là, ils ont reporté pour une autre date, parce qu'ils ont beaucoup de demandes et pas assez de personnes pour gérer ces demandes. Donc l'idéal, c'est de voir avec les associations qui ont déjà eu cette accréditation et les universités. Moi, je conseillerais peut-être d'aller surtout dans des groupes avec des associations, mais surtout dans des groupes. Catherine avait mentionné le groupe sur le genre, moi j'avais mentionné Yongo. S'agissant de Yongo, je pourrais partager peut-être le lien. D'adhésion. Ce qui est important, c'est qu'ils font un travail tout au long de l'année. Ils n'attendent pas l'organisation des COP. Le processus d'adhésion est facile. Il faudrait assister à quelques sessions d'initiation où on explique un peu l'approche du groupe. Et ce qui est aussi important, c'est de ne pas s'arrêter aux résultats justement des COP, mais de porter une attention particulière aux échéances. Je vais dire que l'année prochaine, c'est l'année des NDC, des contributions nationales. Donc, il faudrait s'impliquer déjà au niveau des pays, voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant nos causes sur les questions des vulnérabilités, les droits des populations autochtones, les questions de genre, de jeunesse. Comment est-ce qu'on pourrait les insérer au niveau de la planification justement de ces contributions nationales et c'est vraiment le moment pour le faire.
Boukari, je reviens vers toi. Est-ce que, parce que tu as mentionné un commentaire justement sur les pays hôtes, puis aussi, là, je suis curieux de savoir si, en étant étudiant au Mali, tu saurais là, où vouloir faire une demande pour une accréditation, organiser là, un déplacement. Bon, au Mali, très généralement, les étudiants, surtout les universités et facultés, ne sont vraiment pas focus par rapport à avoir des accréditations, comme vous connaissez, avec l'aspect financier et autres. Donc, comme je suis membre d'autres organisations de la société civile au Mali qui évoluent dans le climat, il y a certains qui ont eu à participer à des COP, mais toujours ça a été par les biais des organisations internationales auxquelles ils sont membres. Donc, ces derniers, ils postulent pour des candidatures. Donc, s'ils ont eu la chance, voilà, et donc les organisations prennent tout en charge par leur voyage. Particulièrement, ou bien au-delà de ça également, le ministère de l'Environnement, à l'approche de la COP, il ouvre un appel à candidature pour demander à tous ceux qui veulent participer, mais il faut que ces derniers ils vont prendre en charge leur voyage. Quoi. Donc, les étudiants en tant que tels, pour le moment, ne sont vraiment pas focalisés vers la COP. Des étudiants dans le réseau comme Dismas par le passé avait participé à la COP 27 de Sharm el-Sheikh. Lui avait été en tant que bénévole. Donc, c'est au mois de juin que j'avais vu un appel au volontariat pour la COP, l'organisation de la COP, bien entendu. C'est comme ça, j'avais postulé et en postulat, on avait toujours l'espoir. D'abord, moi, j'étais animé par l'esprit de participer dans la COP, comme j'avais fait cet objectif durant cette année. Et à un certain moment, j'ai été sélectionné, c'était en septembre. Et en septembre, j'étais déjà à Bujumbura, au Burundi. C'est là où j'ai vu le mail de sélection. Et à partir de ce mail, on a commencé donc le processus. Ce processus était constitué de 3 examens, je dirais, 3 tests. Le premier test est constitué à analyser, à tester nos connaissances et notre maîtrise sur les objectifs du développement durable. Et plus particulièrement, l'objectif numéro 13, qui parle des changements climatiques. Deuxièmement, plutôt dans ce même test, il y avait quoi? Les questions qui cherchaient à connaître la capacité de quelqu'un pour organiser des événements nationaux et internationaux. Après cela, on a envoyé. C'est après une semaine où on a eu les réponses positives. Après ces réponses, alors on nous a dispatchés. On nous a dispatchés en fonction de quoi? En fonction de leurs préférences. Ils nous ont demandé d'envoyer les CV et de raconter des petites histoires qui nous concernent. Et par après, moi, on m'a orienté dans la section de nouvelles technologies, de l'information et de communication, ICT Team. Et là-bas, il s'agissait donc d'aider dans le contrôle de tous les matériels qui seront en train d'être utilisés pour transmettre les messages. Et là, ils ont organisé notre test. Avec ce test, il s'agissait de contrôler toutes ces connaissances. Là aussi, je suis sorti vainqueur. En sortant vainqueur, c'est à partir de cela alors qu'on a lancé les interviews. Non, d'ailleurs, bien entendu, avant les interviews, ils nous ont obligés, ils nous ont fait passer à l'apprentissage de certains cours. Il y a certains cours que nous avons faits en ligne. C'est nous-mêmes qui les avons faits. Ce sont les cours qui concernaient d'abord sur la communication, les gestes de communication et les stratégies de communication, les cours qui concernaient le management ou bien la gestion des conflits, les cours qui concernent quoi? La résolution des problèmes entre les amis ou bien le travail en équipe, les cours qui concernaient l'anglais, les exercices d'anglais, bon, les autres cours qui concernaient la socialisation, les autres cours, les derniers cours consistaient au management, donc l'organisation en groupe.
comment est-ce qu'il faut organiser un petit événement, comment est-ce qu'il faut faire quand tu perds le contrôle, comment est-ce qu'il faut faire là où il faut demander conseil, ainsi de suite. Après ces 8 cours, on devrait avoir les 8 cours et présenter 8 certificats. C'était sur la plateforme qu'on appelait Alumentor. Après cela, on nous a donc soumis aux interviews. Alors, à partir de cela, nous avons commencé à chercher les visas. Les visas étaient gratuits et l'accommodation était aussi promise. Mais on nous avait dit que c'est nous-mêmes qui allons payer les frais de transport. Donc, c'est une expérience de nous-mêmes. Nous allons travailler avec les Nations Unies. Nous serons intégrés dans le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'était une expérience hors commun. Donc, on devrait payer pour aller. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on nous a même soumis sur ces exercices. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, bon, d'abord, quand on a eu tout, les visas donc, étaient gratuits. Quand on l'a eu, bon, on a prévu notre voyage. Nous sommes partis une semaine avant. Donc, la COP a commencé le 16, mais nous, a commencé plutôt le 6. Mais nous étions déjà là à partir du 28, 25, 26, 27, 28. Là aussi, on était en train d'accueillir les gens. Là, vous verrez, j'avais pris Éthiopian. Quand on était déjà arrivé là-bas, bon, on nous a installés dans des hôtels. C'est eux qui prenaient tout en charge. Il y avait même les transports internes. C'est toujours sur leur charge. Et quand on était arrivé là-bas, ils nous ont donné même les uniformes et nous étions enregistrés dans le secrétariat. Donc, nous faisions membres, nous étions membres quoi, du staff volontaire pour les Nations Unies. Et quand on est arrivé là-bas d'abord, on a fait d'autres exercices d'intégration. Et dans cet exercice-là où on nous a envoyé dans les catégories. Moi, comme je vous avais dit, j'étais dans les nouvelles technologies. J'étais dans un centre d'opération, là où nous étions en train de manager quoi, la participation en ligne des délégués. Donc, vous comprendrez qu'on était avec le Master Control Room, là où tous les écrans qui se trouvaient dans toutes les salles de conférence étaient connectés dans notre room. Et à partir de cela, nous reprenions pour le faire suivre sur la plateforme des Nations Unies. Et comme ça, nous étions en train de faire quoi? L'enregistrement sur la plateforme et en même temps, le live pour permettre aux gens de suivre. Vous allez voir tous ces écrans. Tous ces écrans étaient devant nous. Nous pouvions faire tout, voir tout, et les gens qui étaient là pouvaient voir. Mais à un certain moment, on avait eu le temps de circuler dans les pavillons. Vous avez vu là où j'étais dans les pavillons de société civile. Ici, j'étais dans les pavillons de GIEC. Vous allez voir sur les images. J'étais aussi dans les pavillons de la francophonie. Il y avait beaucoup de pavillons, mais pour partir, il fallait demander un petit temps parce qu'on était là, fixé, pour voir s'il ne faut pas perdre le fils qu'un petit détail pour permettre aux gens de suivre. Mais à un certain moment, on faisait des petits panels dans les pavillons. Il y avait même certaines salles où on intervenait, mais pas grandement, parce que notre travail était de permettre aux autres de suivre et non de suivre. Donc, vous allez comprendre que nous n'étions pas des observateurs ni des délégués, mais nous étions les gens qui étaient ensemble pour, en fait, parmi les organisateurs. Mais pendant la pause, bon, on pouvait circuler. C'est même pendant cette pause où j'ai rencontré certains membres leaders qui étaient là. Vous voyez Cécilia, là où on était avec elle, sur le pavillon des jeunes. Il y a aussi Vanessa, qu'on avait rencontré là-bas. Et tout cela, on était ensemble. Bon, vous comprenez que c'était vraiment une joie. Une joie de se rencontrer tous, jeunes, membres leaders de l'UNICEF, et partageant quoi, les ambitions. Donc, c'était vraiment enrichissant, le petit moment qu'on trouvait pour partager. Après ce moment, tout de suite, on devrait rentrer. On devrait rentrer dans la salle. Et quand on rentre dans la salle, on devrait toujours
continuer à poursuivre le déroulement de quoi? De la conférence. Donc, nous étions là. Vous voyez l'équipe. Là, on était dans une équipe. Il y a les volontaires et les staff des Nations Unies. Ici, on était avec six membres de quoi? 6 membres du staff des Nations Unies et nous, les volontaires qui étaient là. Donc, c'était un peu ça, ce qui était quoi? De l'expérience des gens. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut dire un peu. Là, c'était presque à la fin. Qu'est-ce qu'il faut dire à grosso modo? Notre rôle était vraiment incontournable. Je me suis rendu compte quand le ministre de la solidarité sociale de l'Égypte, qui était en train de prononcer un discours, c'est là où ils nous ont rappelé, ils nous ont montré combien on était intéressant. Je vous dis que dans tous les lieux, il y avait le volontaire, que ce soit dans les transports, pour faciliter le transport à partir des hôtels vers le lieu de conférence, pour faciliter les lieux. Donc, vous voyez les gens là qui montrent les différents lieux, qui montrent les différentes salles pour faciliter l'enregistrement. Là-bas, dans la convention, pour faire l'enregistrement, pour faire l'accueil, je l'ai déjà dit, pour faire quoi? Les transporter, les gens qui transportaient quoi? Les petits jus, vous voyez, il y a les jus. Pendant la réunion, on se rendait compte qu'on peut même s'asphyxier. Il y avait les volontaires qui étaient chargés de ça. Il y avait les volontaires qui transportaient les personnes handicapées. Il y avait les volontaires qui étaient là juste pour la sécurité. Il y avait les volontaires qui étaient là pour l'utilisation en ligne de l'application, parce qu'il y avait l'application de la COP. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante, une expérience, je dirais que ça nous a vraiment motivés. Mais à un certain moment, je pourrais notifier ça. Quand nous sommes rencontrés avec les autres membres et leaders du réseau, on était en train d'échanger sur cela. Ceci va se rappeler de cela. Il y avait les gens qui avaient été intéressés par les réseaux et qui venaient à un certain moment et qui manifestaient vraiment la volonté d'adhérer dans les réseaux. Mais maintenant, on est parti avec plus de 5 contacts. Ces contacts des responsables. Les responsables des écoles dans différents pays, là où ils veulent entendre les réseaux, les œuvres du réseau, l'importance. Donc, moi, je trouve l'importance maintenant de parler beaucoup du réseau, surtout chez les étudiants. Parce que les étudiants seront les leaders. Comme il y a ceux qui ont intervenu, comme les conséquences des changements climatiques touchent beaucoup plus les jeunes et les enfants, plus que les vieux. Donc, les étudiants pourront être les leaders pour porter haut ces plaintes, pour être des ambassadeurs. Bon, c'est ça, en tout, ce que je peux vous dire comme expérience.